Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gendard, je suis directrice exécutive chez Accenture en France et en charge des sujets inclusion et diversité et ravie de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Moïse Nzungani, senior manager au sein des activités stratégie et consulting, spécifiquement dans la banque de détail. Et depuis 2019, je suis responsable du programme inclusion et diversité LGBT+. Alors depuis 20 ans, Accenture s'engage à faire de son environnement de travail un espace ouvert et inclusif pour toutes les personnes, quelle que soit leur diversité, genre, conviction religieuse, âge, origine sociale ou ethnique, handicap, visible ou invisible, et puis bien sûr, quelle que soit leur orientation sexuelle et quelle que soit leur identité de genre. Alors cet engagement, il s'est concrétisé ici, en France, en 2013, avec la signature de la charte de l'engagement LGBT, lancée par l'Autre Cercle, qu'on a signée avec 8 autres entreprises, dont Orange. Et dans la foulée, on a lancé ici un certain nombre d'actions pour prévenir les risques LGBT-phobiques au sein de notre environnement de travail. On a sensibilisé, on a amélioré la visibilité du sujet auprès de nos futurs talents, auprès du recrutement. Et puis on a bien sûr travaillé avec tous nos clients et puis partenaires de l'écosystème. Et notre objectif, ça a toujours été, et c'est toujours, de permettre à toutes les personnes LGBT+, d'être authentiques au travail. Et j'adore cette vidéo sur qu'est-ce que signifie la fierté et qu'est-ce que signifie être authentique. Et en 2019-2022, on a re-signé une deuxième fois, puis une troisième fois, cette charte d'engagement de l'Autre Cercle, parce que pour montrer cet engagement et cette visibilité. Alors effectivement, Stéphanie, tu le dis très bien. Donc ça fait maintenant 10 ans que nous menons un certain nombre d'actions vis-à-vis de nos collaborateurs et collaboratrices pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise en tant qu'LGBT+, ou en étant concernés par des questions LGBT+. Et du coup, depuis 10 ans, moi je suis arrivé chez Accenture en 2011. Donc j'ai vu l'environnement de travail évoluer, devenir beaucoup plus inclusif, bienveillant, ouvert, avec un certain nombre d'actions que nous avons menées. Alors comme tu le disais, de la sensibilisation. On a produit un guide pratique justement sur les diversités LGBT+, et comment les gérer finalement dans notre environnement de travail, que ce soit un outing, un coming out, des situations où le conjoint non connu du même genre a un problème et du coup faut aller l'aider. Donc c'est toutes des situations, ce sont toutes des situations qui ont été décrites pour aider d'abord nos managers, nos superviseurs en mission et derrière finalement l'ensemble des collaborateurs. Après cela, on a continuer la sensibilisation avec des sessions de sensibilisation bien précises, par segment. Ensuite, des open discussions qui permettaient finalement à chacun d'entre nous, LGBT ou non, de partager des expériences, poser des questions, comprendre les difficultés. Nous avons produit aussi, un guide des alliés, un des premiers guides des alliés chez Accenture, donc en 2019, ce qu'on appelle les 12 does, ou les 12 bonnes pratiques de l'allié, pour être finalement confiant dans ce rôle. Alors vous aurez remarqué, on ne les a pas appelés les 12 commandements, mais on aurait pu, mais dans tous les cas, c'est vraiment pour aider finalement les collaborateurs sur ces sujets. On ne fait pas que ça. L'idée, c'est aussi de pouvoir travailler finalement en externe, bien entendu avec les talents que nous souhaitons finalement faire rentrer chez nous. On travaille avec des écoles, les associations diversité ou LGBT+, des écoles, des universités. Et depuis maintenant 2020 ou 2021, nous avons lancé le prix des fiertés qui permet finalement de financer un projet, je dirais un événement qui promeut l'inclusion des personnes LGBT en milieu estudiantin et ou professionnel. Et au-delà de ça, tu l'as bien dit, la charte d'engagement LGBT, donc derrière, c'est travailler avec nos clients partenaires signataires de la charte. Catherine est là pour en parler également. Aujourd'hui, on est quoi? À 186, 187 ou 8 signataires? 233. Ah bah voilà. Voilà, vous voyez, les choses évoluent très très vite. On a encore du mal à suivre aussi. Donc tout ça pour dire qu'effectivement l'idée pour nous, ça a été finalement de développer cet environnement de travail inclusif. Mais attention, soyons clairs. Les choses évoluent, tout n'est pas encore parfait, il y a encore des problèmes effectivement de type, je dirais, sur les signes faibles de LGBT-phobie ordinaire. Et derrière ça, il faut aussi comprendre que nous sommes une entreprise de conseil, donc on intervient aussi dans l'environnement de nos clients, et donc il faut aussi aider et former nos collaborateurs dans ce type d'environnement qui sont peut-être moins avancés sur ces sujets. Et donc l'idée,
finalement, c'est de montrer les difficultés par rapport à ça. Et on voit qu'il y a effectivement des difficultés dans d'autres environnements. On voit, le baromètre l'a montré, le dernier résultat, c'est une personne LGBT sur 3 qui a encore aujourd'hui, qui a subi effectivement une agression au moins une fois dans sa vie. C'était 1 sur 4 en 2020. Et on voit que les problématiques s'accentuent finalement quand on multiplie les diversités. Et justement, c'est pour ça qu'on traite ce sujet, le sujet du projet Voilà, l'invisibilité des femmes lesbiennes ou bisexuelles au travail, parce que effectivement, la double peine et voire la triple peine, si on rajoute les origines sociales, ont un impact sur ces personnes et renforcent l'invisibilisation. Voilà. Merci beaucoup Moïse, merci beaucoup Stéphanie. Alors, l'étape suivante, alors je vous laisse assister à l'intervention de Madame la ministre Isabelle Rome, qui est la ministre déléguée en charge de l'égalité des chances, l'égalité femmes-hommes, entre les femmes et les hommes, et de la diversité, qui se trouve en déplacement en région, on ne dit pas en province, on dit en région. Et donc, on va passer la vidéo, effectivement, puisqu'elle est un vrai soutien de l'autre cercle et de nos sujets. Je suis très heureuse de vous adresser ce message. Dans notre République, nul ne doit être invisible, nul ne doit se cacher pour être soi-même. Il est important, donc il est même essentiel, que les femmes lesbiennes puissent avoir toute leur place sans se cacher, sans rien dissimuler lorsqu'elles sont au travail, lorsqu'elles sont dans une entreprise. Et je sais que vous toutes et tous ici partagez cette conviction. Chaque femme lesbienne doit se sentir à l'aise lorsqu'elle va parler, lorsqu'elle va raconter son week-end par exemple avec sa compagne. Elle doit ne pas hésiter à solliciter un congé lorsque sa compagne accouche. Voilà, il faut une fluidité. Je pense que c'est cette fluidité, cette visibilité que nous devons assurer, que nous devrons permettre à toutes ces femmes. Alors c'est bien sûr dans cet état d'esprit que je mène cette politique publique et que nous allons travailler aussi dans le cadre de l'élaboration du futur plan national de lutte contre la haine anti-LGBT+. Je sais que je pourrai compter sur vous. Nous commençons tout juste les travaux et nous serons heureux, parce que je dis nous, parce que c'est un collectif, et je vous associe et je m'associe à ce collectif. Nous serons heureux de pouvoir présenter ce nouveau plan fin mai ou début juin. Je vous souhaite vraiment un bon temps d'échange et vous dis à très bientôt. Au revoir. Bien, merci beaucoup. Évidemment, nous serons partie prenante de ce plan et ça va nous faire quelques jolies matinées ou après-midi de travail avec d'autres associations LGBT+. Alors, je vais profiter de ce moment pour inviter Sophie Élyséon, qui est la déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. J'ai réussi à le dire d'une seule traite. Chère Sophie, venez ici. Prenez un micro. Donc la DILCRA, qui est un partenaire qui nous a soutenus financièrement sur ce programme Voilà. Là, vous voyez aujourd'hui la présentation du guide, mais il y a également eu les enquêtes dont Sylvie Mézel, co-responsable du projet Voilà, vous parlera tout à l'heure, et donc aux côtés d'Accenture, d'Engie, de Soprasteria, de la ville de Dijon et de Société Générale, nous ont permis effectivement de produire tout ça parce que il faut de l'argent pour faire les choses. Et donc merci à vous, chère Sophie, de prendre le relais sur la DILCRA. Merci, chère Catherine. Nous les femmes, nous sommes la moitié du ciel et même un peu plus. Je n'emprunte pas ces mots à Christiane Taubira par hasard. Je le fais parce que, alors que nous fêtons cette année les 10 ans de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, et alors que le regard de la société française a progressé sur l'homosexualité comme sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les lesbiennes sont invisibles dans le monde du travail. Si nous le savons, c'est grâce au travail, à l'engagement de l'autre cercle et de ses équipes que je veux prendre le temps de remercier pour la qualité de l'enquête Voilà que vous avez rendue publique l'année dernière et qui a permis d'objectiver cette perception que nous avions
du silence, de l'invisibilité des femmes lesbiennes dans le monde du travail. Car c'est bien de cela qu'il s'agit quand 44% disent ne pas évoquer leurs activités extra-professionnelles connotées LGBT, quand 38% renoncent tout simplement à indiquer le nom de leur compagne dans la liste des personnes à contacter en cas d'urgence, ce qui est quand même grave, ou encore quand seulement 18% d'entre elles disent être visibles auprès de leurs collègues. C'est la raison pour laquelle je veux saluer, après l'enquête, voilà, la présentation du guide qui vient apporter des réponses concrètes et simples à mettre en œuvre, à condition que la volonté de la direction soit là, évidemment, pour rendre visibles les femmes lesbiennes au travail. Non pas en forçant cette visibilité, ce qui constituerait une violence supplémentaire, mais en créant les conditions pour que les lesbiennes au travail ne craignent plus d'être pleinement elles-mêmes. Avec des témoignages, des décryptages, des partages de bonnes pratiques, comme les rôles modèles que l'autre cercle affectionne tout particulièrement et qui ont fait leurs preuves, ce guide joue vraiment son rôle en ce sens qu'il montre aux entreprises le chemin vers une meilleure inclusion et donc une plus grande visibilité des lesbiennes dans le monde du travail. C'est important pour les entreprises qui pourront non seulement compter sur des collaboratrices plus épanouies et donc plus efficaces, mais encore pourront attirer de nouvelles compétences qui seront intéressées par la possibilité de travailler dans un milieu professionnel accueillant et sûr. C'est important pour les lesbiennes qui n'auront plus à réduire une partie d'elles-mêmes au silence et pourront ainsi offrir le meilleur de leurs compétences et de leurs aptitudes aux entreprises dans lesquelles elles travaillent sans être montrées du doigt, raillées ou agressées. C'est important pour les femmes et la société française tout entière, car respecter les lesbiennes au travail, dans la rue, c'est respecter non pas ce qui différencie les individus les unes des autres, mais bien ce qui nous rassemble. Je veux parler de l'humanité que nous partageons et qui nous unit. Car c'est ensemble, unis en sororité et fraternité, que les êtres humains font progresser le monde. Un monde qui, pour reprendre les mots de Christiane Taubira, devra s'habituer partout à la présence de nos filles. Et je précise, bien sûr, que cette habitude devra advenir, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des filles en question. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Madame la déléguée interministérielle. Alors, pour suivre, eh bien, je vais appeler mon binôme, Sylvie Mézel, qui administratrice nationale de l'autre cercle et co-responsable du projet Voilà. Et voilà, au cours de cette partie, alors, ce que vient de dire Sophie Élyséon résume un petit peu finalement le guide. Voilà, donc on va maintenant le détailler un petit peu plus. Alors, d'abord, rapidement le dérouler, on va bien sûr parler de comprendre, et vous verrez dans le guide, il est en deux grandes parties, il y a deux chapitres principaux. L'un qui est comprendre, faire un état des lieux. Alors normalement, vous deviez avoir Sarah Jean-Jacques qui devait intervenir, qui est sociologue, et doctorante en sociologie et en géométrie, en géographie sociale, pardon, mais qui a une contrainte familiale, a dû partir en province. Donc voilà, on la reprend un peu au pied levé, mais vous aurez le loisir de lire ses interventions toujours dans le guide. Vous aurez remarqué que je vous fais le teasing pour y aller, et vous aurez le QR code tout à l'heure qui vous permettra d'aller le consulter directement sur le site de l'autre cercle. Alors ensuite, on parlera bien sûr, parce que comme tout, à l'autre cercle, on co-construit, donc on agit. Et pour agir, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on fera ce travail de dérouler effectivement les 10 recommandations et en faisant interagir le panel d'intervenantes, intervenants que je vous présenterai tout à l'heure. Et bien sûr, on remerciera toutes celles et ceux qui ont travaillé. Vous verrez la liste des co-responsables ou des représentantes et représentants des signataires de la charte est nombreuse. C'est une grande liste parce que on a vraiment voulu avoir la complétude du sujet. Et bien sûr, on parlera à la fin, à la clôture, avec Denis Triel, président de l'autre cercle, et avec les rendez-vous, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas. Nous avons plein de choses encore au 2023-2024. Alors Sylvie, on va lancer effectivement, présenter comme la couverture, à force d'en parler, la couverture du guide avec le QR code. Si certaines et certains veulent effectivement déjà utiliser leur smartphone. Alors c'est ça, c'est si la slide apparaît bien, mais elle ne va pas tarder, je pense. 1, 2, 3, 4, 5... alors, tout ce qu'on fait, voilà, la couverture du guide. Des femmes, dont certaines ont un drapeau sur la bouche, drapeau lesbien, drapeau bi. Donc c'est une petite note aussi qu'on veut l'indiquer. Pour des raisons de commodité, on a travaillé ce guide sur la question de l'orientation sexuelle.
Mais ça prend évidemment les femmes bisexuelles en couple avec une femme. Et ça prend toutes les femmes cisgenres ou transgenres qui se disent lesbiennes. Donc on est bien sur la logique d'une femme avec une femme, sans paraphraser la très jolie chanson qui est sortie il y a une quinzaine d'années. Alors, première partie sur le guide, vous allez voir l'illustration d'Anna Gogusa, qui est une grande illustratrice et qui a bien voulu nous accompagner sur ce projet. Et maintenant, Sylvie, c'est à toi. Je passe le micro. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je le redis une fois pour toutes, dans le terme lesbienne que nous emploierons, ça comprend bien toutes les femmes cisgenres ou transgenres, lesbiennes ou bisexuelles en couple avec une femme. Et j'utiliserai uniquement le mot lesbienne, mais on est bien d'accord que ça comprend toutes ces femmes. Alors, le guide, il y a une chose dans le guide que je ne vais pas reprendre du tout, ce sont les témoignages, parce que je pense qu'ils sont non résumables, et donc je considère que vous irez les lire. Alors, c'est Simone de Beauvoir qui dit « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est agir ». Et les mots lesbienne et lesbophobie doivent entrer dans le langage courant. Non, non, le mot lesbienne n'est pas un gros mot. Ne pas l'utiliser, c'est invisibiliser. Et la visibilité lesbienne est un angle mort social renforcé par une discrétion volontaire ou imposée des femmes. Le monde du travail reste encore très sexiste et les blagues sexistes restent tolérées dans de nombreux environnements de travail, malheureusement. Alors, l'identité, donc, je vous rappelle qu'en mai... Non, Voilà, les slides, effectivement, sont arrivés un petit peu en décalé. Ceci explique... Alors, donc, je reprends sur ça. Donc, le 10 mai 2022, nous avons présenté un état des lieux sur la visibilité lesbienne au travail, qui était une première grande étude de l'IFOP, ainsi qu'une enquête qualitative réalisée par des bénévoles de l'autre cercle. Elle a montré beaucoup de choses, mais en particulier que l'invisibilité des lesbiennes reste le choix d'une majorité, puisque seuls 18% sont visibles auprès de leurs collègues et de leur hiérarchie. Si on passe... Voilà. Le mot lesbienne, donc, reste un tabou. Non, si on... Merci. Et donc, l'identité lesbienne reste un impensé au travail, un véritable angle mort des actions menées soit en faveur des femmes, soit en faveur des LGBT+. L'autre chose qu'on voit beaucoup, c'est que 43% des femmes invisibles, des femmes lesbiennes invisibles, souhaiteraient devenir visibles. Et donc l'objectif global, c'est bien de créer un monde inclusif permettant à celles qui le souhaitent de devenir visibles. Il ne s'agit en aucun cas d'une injonction à ce que tout le monde se visibilise. Mais quand on nous dit que 43% des femmes lesbiennes souhaiteraient être visibles et ne le sont pas, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors, on est dans un monde quand même encore très sexiste, alors pas partout bien sûr, et puis il y a ce qu'on appelle la présomption d'hétéronormativité, c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on part du principe qu'on est hétérosexuel. Ça m'est encore arrivé récemment, où on m'a demandé de revenir dans un magasin avec mon mari. Alors évidemment, on ne réagit pas, mais mais cette répétition est extrêmement fatigante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du travail, 53% des femmes ont subi une agression, avec des conséquences quand même très graves, puisque 34% ont quitté l'organisation où elles travaillaient, et 45% ont eu des idées suicidaires, ce qui est quand même extrêmement grave. Alors, si le monde du travail reste très sexiste, on a une femme sur deux qui a été confrontée à une situation de sexisme ou de harcèlement sexuel au travail. La lesbophobie, moi je vous invite vivement à aller visiter le site de l'Observatoire de la lesbophobie avec des témoignages vraiment affligeants. Et donc les 5 freins que nous avions retenus à l'issue de cette première présentation du 10 mai, c'était d'abord le sexisme
et les inégalités femmes-hommes. Moi, je dis souvent que la première difficulté dans le monde du travail, c'est d'abord d'être une femme. La deuxième, c'est la présomption d'hétérosexualité, parce qu'il faut tout le temps faire une espèce de coming out si on veut que ça n'arrive pas. L'image très négative des lesbiennes, il y a fort peu d'images positives de lesbiennes dans le monde du travail. C'est fort dommage, ça commence à arriver tout doucement. Et du coup, ça pousse pas, quand on est une femme, à dire qu'on est lesbienne. Il y a bien évidemment la crainte de discrimination, voire de harcèlement. Et puis toujours l'autocensure, qui est quelque chose de typiquement féminin et qui continue à sévir beaucoup chez nous, chez moi la première d'ailleurs. Avec des conséquences qui restent très lourdes. Hein. D'abord, outre le coût psychologique important de passer beaucoup d'énergie à ne pas parler de sa vie privée et de faire tout le temps attention à ce qu'on dit quand on n'est pas visible. Il y a quand même 33% des femmes qui annoncent ne pas prendre de congé d'accueil de l'enfant quand leur compagne accouche. C'est énorme. 38% qui n'indiquent pas le nom de leur conjointe sur leur mutuelle. Donc un coût social quand même important. 41% qui renoncent à participer à un événement avec leur conjointe, un événement professionnel. Et donc tout cela, c'est une entrave à la sociabilisation dans le monde du travail, avec, on le sait, une importance importante de l'informel dans le monde du travail. Hein. Donc quand on s'empêche d'être dans l'informel, ben, ma foi, c'est plus compliqué de continuer à progresser dans une entreprise ou dans une organisation. Et donc, la lutte contre la lesbophobie, c'est important le mot lesbophobie par rapport au mot homophobie. Le mot homophobie invisibilise les lesbiennes également. Donc, utilisons le mot lesbophobie, c'est extrêmement important. Alors, Sarah Jean-Jacques, qui n'est pas là et qui a créé donc l'Observatoire de la lesbophobie, a fait un bingo des stéréotypes sur les femmes lesbiennes au travail à partir des témoignages qu'elle a recueillis sur son site. Le premier, c'est de dire que les lesbiennes ont toujours une apparence très masculine. Le deuxième, c'est de dire que les lesbiennes le sont parce qu'elles n'ont pas trouvé le bon. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment très très souvent. Le troisième, c'est que les lesbiennes sont forcément moches. Et le quatrième, c'est que les lesbiennes n'ont pas de sexualité à part entière, ce qui est largement partagé avec l'idée que les femmes n'ont pas de sexualité. Hein. C'est quelque chose qu'on peut entendre ou qu'un certain nombre de gens pensent encore. Et le cinquième, c'est que les lesbiennes sont toujours réduites à leur sexualité, hein, avec une hypersexualisation. Et l'image, quand on utilise le mot lesbienne, c'est malheureusement très souvent les images de films porno. Et c'est bien évidemment une image très, très négative. Quant aux femmes bisexuelles, alors elles sont également... on dit qu'elles ne savent pas choisir, qu'elles sont en transition. C'est la femme bisexuelle, mais l'homme bisexuel également, d'ailleurs, sont quand même des gens qui ne sont pas reconnus en tant que tels, et on est persuadé qu'ils sont en transition, alors que c'est bien évidemment une orientation sexuelle tout à fait possible. Alors, je vais vous dire quelques mots sur Agir avant de passer à la table ronde. D'abord, je vous invite tous à chausser des lunettes de femmes lesbiennes, comme celle-ci. J'en ai pas dans la salle, hein, mais je vous invite quand même. Je dirais quand même, la première chose toujours, c'est nommer. Utiliser le mot lesbienne, utiliser le mot lesbophobie. La deuxième chose que je dirais, c'est vraiment sensibiliser les directions, les managers et chaque personne autour de vous. Et puis le troisième important pour moi, c'est lutter contre la présomption d'hétérosexualité, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous les jours. J'ai encore 2-3 mots. Oui. J'invite nos participants à nous rejoindre. Donc, dans le guide, vous verrez qu'on a interrogé Émilie Morand, une sociologue, et il y a plusieurs choses qu'elle a dites
que je souhaite reprendre. La première chose, c'est que beaucoup de femmes sont attentives à la façon de le dire qu'elles sont lesbiennes et de trouver l'espace pour le dire. Comment placer la petite phrase qui en ferait un non-événement? Ça, c'est quand même quelque chose qui me semble très important. Le deuxième point que j'ai relevé dans son témoignage, et qui me semble effectivement très important, c'est que quand elles deviennent mères, les femmes lesbiennes retrouvent une forme de normalité. Et elles ont un sujet commun avec d'autres femmes. Et les frontières entre hétéros et lesbiennes se redessinent à ce moment-là. Et dès lors, les femmes sans enfants font l'objet de stéréotypes, dont une hypersexualisation et dont un rejet. Bon, moi qui ai déjà un certain âge, on m'a déjà dit, parce que je n'ai pas d'enfant, que je n'étais pas une vraie femme. Je l'ai déjà entendu. Et la dernière chose que je voudrais dire en citant Émilie Morand, c'est qu'il faut absolument légitimer le fait qu'on ait besoin d'en parler, de parler de nos vies, de nos cultures. Et si l'on veut en faire un non-événement, l'indifférence reste insupportable. Les gens qui disent « Ok, d'accord, c'est bien, mais pourquoi as-tu besoin d'en parler ?» Elle dit elle-même que c'est un vrai nœud et que c'est nous réduire au silence et que c'est une forme de piège. Quand on a cette réponse dans le milieu du travail, souvent d'ailleurs, c'est par des gens qui eux-mêmes ont dans leur bureau une photo de leur conjoint ou de leur conjointe et de leurs enfants. C'est très souvent le cas. Voilà, Merci beaucoup, Sylvie. Alors, la deuxième partie, vous avez déjà... Voilà, très bien, la slide arrive, c'est raccord. Donc je vais inviter pour commenter les 10 recommandations qui sont à la fin du guide. Voyez, on vous a épargné toutes les premières parties, on arrive directement à la conclusion, entre guillemets. Je vais inviter, alors d'abord, l'hôte de ces lieux, Olivier Girard, qui est le président d'Accenture France et Benelux, rôle modèle dirigeant allié, TT 2021. On sent qu'il y a de l'Accenture dans la salle. Bonjour Olivier. Alors on m'a dit que je devais m'asseoir quelque part. Oui, alors le quelque part, en fait, c'est simple, tu vas te mettre à côté de Sylvie. Tu as parfaitement repéré l'endroit. Vous allez entendre beaucoup parler des rôles modèles aujourd'hui. Hein. D'abord parce que autour de la table, il y en aura plusieurs. Plusieurs également qui ont été interviewés dans le guide. Tout le monde n'était pas présent ici aujourd'hui. Et puis parce que c'est un point important dans nos recos. Ensuite, je vais demander à Aliette Mounier-Lompré, qui est la CEO d'Orange Business Services, qui elle-même est le rôle dirigeante LGBT+ 2021, est dans sa voiture. Elle a fait écourter son déjeuner client. Business, quand même, c'est important. Pour pouvoir nous rejoindre, donc on va attendre qu'elle arrive, elle se connecte à distance. Et j'invite Amélie Watley, qui est la DRH d'AXA France, à nous rejoindre. Amélie, je te propose de venir à ma gauche. Droite a priori sur la gauche et la droite, bien évidemment. Voilà. Je vais faire un petit peu de place, que je me suis un peu étalée. Ensuite, je vais proposer à Malika Khelifa, qui elle est en ligne. Malika étant la responsable qualité Airbus, mais c'est plutôt en tant que co-responsable et cofondatrice du réseau Pride at Airbus, et qui est par ailleurs elle-même rôle modèle leader 2020, pardon, c'était l'une des premières à se mettre en... Normalement, elle est visible. Voilà, tu es là, connectée, bien installée. Vous avez vu derrière, il y a un joli drapeau LGBT inclusif. Voilà, c'est ce qui s'appelle être corporate dans notre langage. Ensuite, j'invite Émeline Renard, qui elle est présente, chargée de la coordination des CASP. Alors les CASP étant j'ai un petit doute. Émeline nous redira. Alors c'est lié à la petite enfance à la ville de Paris. Émeline étant elle-même rôle modèle leader pour l'année 2022. Et puis Eleonora Fiorezze, qui est gestionnaire crédit documentaire à la Société Générale, mais plutôt membre du réseau Pride and Allies. Et du coup, voilà, Eleonora, vous mettez ici, c'est parfait. Tout le monde s'est bien connecté. Alors, l'idée, c'est, plutôt que chacun fasse son discours, ce qu'il a envie de dire, on va le faire de manière beaucoup plus interactive. Donc c'est un exercice un peu différent. Donc je vais remercier les participantes et notre participant de jouer ce jeu-là. C'est toi, effectivement, Sylvie, qui va prendre les recos les unes après les autres. Et on va commencer donc par la première. Et moi, j'interviendrai et je ferai intervenir les uns et les autres selon une organisation que j'ai un peu vécue, que j'ai un peu prévue avec au moment de la préparation. Et vécu aussi, d'ailleurs. Sylvie, à toi. Alors, les 10 recommandations, on a eu beaucoup de mal à les classer, hein, parce qu'elles sont toutes très importantes et ne prenez pas les choses au pied de la lettre, mais on les a
il fallait quand même les classer, puisqu'il fallait bien commencer par la 1 et finir par la 10, mais ça peut tout à fait se discuter l'ordre. Hein. Donc la première recommandation, c'est prendre conscience du sexisme et de l'hétérocentrisme existant pour en sortir. Parler des femmes lesbiennes et bisexuelles et sensibiliser. Sensibiliser, 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 prendre conscience du sexisme. Alors, Olivier, d'abord, évidemment, en vous interrogeant la première fois, vous dites un mot perso, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez des convictions sur le sujet, évidemment. Ça paraît comme le minimum syndical, comme on dit. Je voudrais pas parler de syndicat en ce moment, mais c'est pas grave. Cher Olivier, prendre conscience et nommer. Je disais tout à l'heure, comme on avait cité Simone de Beauvoir, hein, il faut nommer pour exister en même temps. Bonjour à tous d'abord. Bonjour Catherine, ravi d'être avec vous toutes aujourd'hui. Alors, j'aurais plein de choses à dire, je ne sais pas si je vais les dire dans l'ordre. T'as demandé d'abord pourquoi je suis là. Pour une triple raison. Donc ça fait déjà beaucoup. Je ne vais pas essayer de voler trop de temps de parole à tout le monde, mais d'abord parce que c'est un sujet business pour Accenture, je le fais dans le désordre, parce que c'est une conviction personnelle, parce que j'y suis venu petit à petit, j'ai été éduqué par tout un tas de gens, mais mon passé à moi, c'était le fait d'avoir 4 passeports dans ma famille, j'ai 2 nationalités, mon épouse a 2 nationalités, donc une forme de diversité m'était très naturelle, et je suis venu vers d'autres grâce à des gens formidables. Et puis la dernière raison, c'est que il y a un héritage formidable chez Accenture aussi, qui a été créé par d'autres avant moi et dont je me sentais une très très belle obligation que de le faire vivre et de le faire continuer. Voilà. Alors, le fait de nommer. Mais je pense que le mot-clé, vous l'avez dit avant, c'est parler, c'est en parler et c'est savoir écouter. Donc c'est créer les conditions du dialogue, créer les conditions de l'écoute et de l'écoute bienveillante. Donc il y a plein de choses qu'on essaye de faire chez Accenture sur ce sujet-là. En particulier, je voudrais en citer 2. Plus on grandit chez Accenture, c'est une entreprise où on promeut, il y a un rythme de promotion. À chaque fois qu'on se pose cette question-là, et plus on grandit, plus la question d'être un leader inclusif est forte. Et plus elle devient à la fin des promotions, quand on atteint un certain niveau de seniorité, de cheveux blancs, plus c'est quasiment la seule question. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment un leader inclusif? Et on va vérifier, on regarde l'histoire, on a des mots pour ça, c'est des mots anglais, pardon, on parle de followership. Comment elle a démontré qu'elle était un leader inclusif? Comment elle a été à l'écoute? Qu'est-ce qu'elle a fait dans son histoire pour ça? Parce que on est sorti dans les 10 dernières années d'un modèle promotionnel très basé, comme dans beaucoup d'entreprises, uniquement sur la performance. Et donc on a réussi, je trouve, un beau chemin sur ces 10 dernières années pour équilibrer ça. Évidemment, on regarde toujours la performance, mais le fait d'être un leader inclusif devient la première question quand on veut grandir chez Accenture. Il y a un autre cadre qui est la possibilité de créer les conditions du dialogue. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Je vais laisser la parole aux autres. Merci Olivier. Alors je voudrais un peu avoir votre avis, Amélie Watley, donc DRH d'AXA. Peut-être aussi dire finalement pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez accepté de venir. Prenez le micro. À la main, c'est bon, c'est mieux. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, alors je suis DRH d'AXA France et je suis DRH dans ce groupe depuis 17 ans. C'est un groupe dans lequel je me reconnais extrêmement fort en termes de valeurs et notamment en termes d'engagement autour de ces dimensions de l'inclusion que ce groupe porte de longue date, depuis plus de 30 ans. Et effectivement, on a fait partie des premiers signataires de cette charte avec l'Octrocercle, le premier assureur. On l'a re-signé l'année dernière avec beaucoup d'engagement là aussi et de conviction, et ça résonne très fort à la fois dans mon métier de DRH et pour des raisons qui étaient évoquées à l'instant. Ce sont des conditions de performance. Si on veut regarder les aspects business, ils sont évidents. Nous, on est assureur, donc on veut être un assureur qui ressemble aux Français et aux Françaises, et on veut aussi être un employeur de référence pleinement inclusif et qui offre à chacun et à chacune, puisque là on parle de chacune, toutes les conditions pour être soi-même. Et quand on est soi-même, on est en accord avec soi-même, on est performant, on est dans le lien, on est dans la performance, et ça c'est quelque chose de fondamental et qui crée toute la différence. Et puis à titre plus personnel, c'est un sujet qui m'est cher, tout simplement parce qu'autour de moi, des amis, de la famille, et ça c'est tout simplement l'humanité qui nous porte, et la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Alors, nommer les personnes, dire les choses.
Est-ce que pour vous, c'est Je crois que c'est fondamental. important, Ça commence précurseur. par là. Je pense que l'étude que vous avez faite l'année dernière et qu'on a d'ailleurs partagée chez AXA France est un point extrêmement important. Cette prise de conscience, les stéréotypes, la compréhension de la situation, c'est le point de départ. Donc effectivement, nommer, comprendre, étayer de chiffres, donner, à toucher du doigt pour celles qui sont évidemment en premier lieu concernées, mais aussi pour leur entourage, parce que c'est cette altérité, cette différence, ce besoin de compréhension qui est fondamental. Et vous avez raison, il y a beaucoup d'invisibilité autour de ce sujet et un besoin extrêmement important de faire ses premiers pas autour de nommer, expliquer, donner à voir et à comprendre. Merci beaucoup, Amélie. Alors, je sais que Aliette Mounier-Lompré, CEO d'Orange Business Services, est connectée, donc j'attends de voir à la régie pour que ça apparaisse. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la slide suivante, la reco numéro 2, ça y est, qui est en ligne, qui va évidemment faire écho aux propos qu'on vient d'entendre. Donc, dans la deuxième recommandation, donc c'est bien évidemment engager les instances de direction dans la promotion d'un environnement inclusif par un soutien, par des actions visibles, un refus du sexisme et de la lesbophobie. Voilà, donc Même topo. Là, je pense que c'est des paroles de dirigeantes et de dirigeants. Là, pour le coup, Olivier, tu es aussi dans ton élément. J'ai un peu répondu, je me rends compte que je l'ai fait dans le désordre, Oui, j'ai un c'est peu vrai, répondu mais- sur ça. Donc effectivement, ça passe par beaucoup d'éducation, beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation, le fait d'avoir des porteurs du sujet. Il y en a quelques-uns dans la salle là, que je salue d'ailleurs, ils se reconnaîtront, il y en a un autre derrière l'écran. Et donc c'est important de leur donner la place, la parole pour en permanence sensibiliser les gens. Mais le point clé, c'était comment on crée les dirigeants de demain. Il y a sensibiliser les dirigeants d'aujourd'hui, et c'est ce que j'expliquais avant dans le fait de comment aujourd'hui on regarde les critères de promotion. Ça me semble être important parce qu'on prépare l'avenir comme ça. Amélie, ça a été compliqué d'embarquer effectivement la direction sur ce sujet? Non. Très Non, bien. parce que je crois que le travail qui est initié depuis maintenant plusieurs années avec vous nous a permis de faire un chemin d'éducation, de compréhension grâce à l'autre cercle et grâce effectivement à des ambassadeurs très engagés. Et sur ce sujet effectivement de l'invisibilité des lesbiennes, effectivement à l'occasion de la signature de la charte de l'autre cercle, donc son renouvellement l'année dernière, on a organisé un événement à l'occasion desquels on a partagé effectivement les résultats de l'enquête qu'on vient de voir. Et on a surtout eu l'immense chance, parce que je considère que c'est une chance, de vivre le témoignage extrêmement authentique d'une de nos dirigeantes qui a fait son coming out. D'ailleurs, elle témoigne dans ce guide et je suis particulièrement admirative et aussi reconnaissante que Corinne Calandini ait fait ce chemin avec nous. Elle l'a fait et c'est un vrai témoignage de confiance envers AXA France. Elle l'a fait parce qu'elle considère que son CEO, sa DRH, l'équipe de direction et tous les collaborateurs offrent un cadre de bienveillance, d'écoute et de compréhension qui permettent de faire à son coming out. Grâce à elle et son courage, son témoignage, de ses réflexions, de son questionnement, de ses difficultés, elle nous a donné aussi à comprendre, pour revenir sur ce sujet de la compréhension, mais aussi à ressentir ce que peut être ce chemin. Et je crois, et j'en suis vraiment très heureuse et encore une fois admirative, qu'elle a permis à un certain nombre de femmes lesbiennes de pouvoir se projeter, de faire ce pas, ou pas encore, mais en tout cas de se dire qu'elle pouvait être elle-même dans cet environnement de travail qui est celui d'AXA France, avec cette culture d'entreprise de l'inclusion qui nous tient à cœur. Il y avait combien de personnes au total quand on a fait la resignature de la charte? On était plus de 1000 personnes ce jour-là. Ouais. Et c'était un moment d'une très grande émotion. Elle le décrit dans son témoignage que je vous invite encore une fois à lire. Et je crois que j'étais d'ailleurs au premier rang, comme un certain nombre des membres du comité de direction. Il y a une très grande émotion qu'on a partagée ce jour-là. Hein, nous étions ensemble. Encore une fois, une très grande émotion, un très grand respect, une très grande prise de conscience à travers ce partage très intime de ce que ça veut dire que de faire son coming out, de se réaligner avec qui l'on est, être soi-même pleinement, voilà, dans ses orientations sexuelles, être lesbienne, l'assumer et être bien avec soi-même. Et ça, je crois que c'est vraiment un témoignage très fort. Merci beaucoup, Amélie. Alors, ça tombe bien. Alors, donc, voilà. Aliette Mounier-Lompré, qui est CEO d'Orange Business Services, qui est également intervient dans notre guide. Et Aliette, tu es rôle modèle dirigeante LGBT+ 2021.
Alors justement, on évoquait, je ne sais pas si tu vois la slide à l'écran, engager les instances de direction dans la promotion d'un environnement inclusif pour et un soutien visible et d'actions visibles. Alors ça fait écho évidemment à ton histoire. Hein. Tu as été nommé CEO d'OBS, comme on dit dans le langage, mais avant justement d'évoquer ça, je demande à chaque intervenant pour la première fois de dire pourquoi ils sont là et de dire un petit mot personnel. Donc je te cède la parole. D'accord, bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc en effet, comme tu le disais, moi j'ai été rôle modèle de l'autre cercle en 2021. Et en fait, à l'époque, j'avais beaucoup hésité à candidater parce que j'avais l'inquiétude un peu que de me mettre en avant, ça pourrait être un peu mal perçu. Je pense que c'est peut-être typiquement féminin d'ailleurs. Et puis je me retrouvais pas dans le terme de rôle modèle. J'avais pas forcément l'ambition d'être un modèle. Je pars du principe que chacun vit sa vie comme il l'entend. Et en fait, j'ai réalisé à cette occasion, parce qu'on m'a convaincu de le faire, et par la suite, vraiment l'importance et la puissance du mécanisme. Et j'ai lu le guide Voilà qui disait que le coût de la visibilité lesbienne est encore bien trop élevé pour que des femmes prennent le risque de l'assumer, je cite. Et en fait, moi, je me considère comme très chanceuse, c'est-à-dire que j'ai un environnement qui soit personnel ou professionnel chez Orange qui a été et qui reste très très favorable et très soutenant pour que je puisse être visible. Et je suis d'une certaine manière aujourd'hui en position de pouvoir. Je suis directrice générale d'une entreprise qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires avec 30 000 salariés. Donc je me dis que si moi je fais pas cette démarche-là, finalement, pour toutes les personnes, pour toutes les lesbiennes pour qui c'est beaucoup plus difficile, bah ça devient encore plus difficile. Et donc je suis contente de contribuer à ma petite échelle finalement. Et puis moi, d'un point de vue très égoïste, ça donne aussi plus de sens à mon travail. Voilà, je me dis que je rends mon travail encore plus utile. Et je suis très contente de faire cette démarche. Donc engager un sens de direction, ça n'a pas été trop difficile pour toi? Ça a été au départ, d'une certaine manière, j'ai eu peur. C'est un peu un saut dans le vide à un moment de faire un coming out public, même si moi, mon coming out, il s'est fait en beaucoup d'étapes et voilà, j'ai été visible assez tôt dans ma carrière. Mais oui, c'est toujours un peu un saut dans le vide quand on se rend visible comme ça d'un point de vue plus large. Alors, on passe à la reco. Numéro 3. Donc, réagir à chaque propos, situation ou agissement lesbophobe et sexiste sans aucune tolérance, y compris jusqu'à la sanction. Et j'insiste bien sur le côté et lesbophobe et sexiste. Alors, c'est évident, hein, mais un commentaire rapide là, pour toi, Olivier, en tant que dirigeant, et pour toi, Amélie, en tant que DRH de grand groupe. Donc, zéro tolérance, c'est exactement ce qu'on applique et ce qu'on vit chez Accenture depuis des années. Donc ça, c'est évidemment pas beaucoup discutable. Ce qui est important, c'est de créer un cadre où on peut s'exprimer, où tout le monde puisse s'exprimer en confiance. Et on peut pas faire le zéro tolérance s'il n'y a pas le cadre pour s'exprimer. Donc chez nous, ça s'appelle Conduct Counts, la conduite compte. Et c'est un ensemble de process et de réceptacles, de gens à qui on peut parler et on peut se sentir complètement libre de parler, qui peuvent permettre de faire progresser les solutions, en particulier tout ce qui va toucher au comportement inapproprié. Tous les 2 ans, on fait une enquête pour vérifier si cet ensemble de processus vit bien, comment il progresse, est-ce qu'il est connu, et on descend très profond dans l'organisation pour comprendre, parce que c'est un miroir formidable pour se voir comme organisation, où est-ce qu'on en est sur ces sujets de tolérance et ces sujets de qualité d'écoute, en particulier dans ces situations plus difficiles. Et je peux vous dire que le COMEX, où on rencontre des résultats de cette étude et de nos progrès ou de nos non-progrès sur la qualité de cette écoute, c'est un des moments les plus forts de l'année. Il y a quelqu'un qui vient, on prend 1 heure, 1 heure et demie, et on regarde tous les résultats, parce que c'est un questionnaire qui fait plus de 100 questions, qui permet vraiment en profondeur de juger si on a mis en place le bon dispositif pour pouvoir parler librement. Et c'est un des temps les plus forts dans mon COMEX chaque année. C'est bientôt d'ailleurs. Amélie. Oui, je réagis bien volontiers. Donc, zéro tolérance, ça c'est tout à fait clair. Et c'est indiscutable. On a évidemment tout un dispositif de formation, d'écoute, de veille. Donc ça, je pense que c'est assez similaire. Et puis, c'est une telle évidence. Mais un peu de la même manière, sous un format un peu différent, on a depuis 2 ans à l'échelle du groupe, dans tous les pays du groupe AXA, par-delà le monde, effectivement un temps très fort qui s'appelle l'Inclusion Survey et qui nous permet effectivement de questionner les collaborateurs sur les 5 grands piliers de notre politique d'inclusion.
dont évidemment la partie LGBT+. Et c'est effectivement extrêmement puissant parce qu'on peut du coup suivre et capitaliser et bâtir sur le feedback concret des collaborateurs, voir ce sur quoi il faut qu'on continue d'avancer. Ça donne lieu effectivement au niveau d'AXA France aussi, du COMEX, de tous les pays d'ailleurs et du groupe à des discussions extrêmement détaillées. On met en place un certain nombre d'actions, donc évidemment on travaille beaucoup sur la formation, des formats de conférences, parce qu'encore une fois on en parlait tout à l'heure, la compréhension, l'évolution des mentalités est quand même vraiment au cœur de ces sujets d'inclusion. Donc effectivement, aucune tolérance, des équipes parfaitement formées sur le sujet, des process tout à fait clairs et qui permettent de lutter au quotidien sur des perceptions ou évidemment des situations concrètes de discrimination qui sont évidemment intolérables. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est la reco numéro 4. Alors j'ai un truc bizarre qui s'affiche à l'écran. Est-ce que c'est juste notre écran à nous? C'est pas dans la salle, enfin pour l'auditoire? A priori à distance tout va bien. Génial, super. Alors Sylvie. Alors la recommandation numéro 4, donc je vous disais tout à l'heure, chaussez vos lunettes de femmes LGBT, à la fois de femmes et à la fois de lesbiennes. Donc intégrer la dimension femmes-hommes au sein de la thématique LGBT+, parce que souvent, quand on parle LGBT, on pense gay, on pense transgenre. Et le L qui est au démarrage, ou le B, finalement, on n'en parle pas souvent. Et moi, ce que je remarque, c'est que dans le milieu du travail, quand je pose des questions, mais vous connaissez des personnes LGBT+, alors tout le monde connaît au moins un gay ou plusieurs. Et quand je dis des lesbiennes, eh bien, ah bah non, il n'y en a pas. Vous êtes sûr que ça existe? Non, j'exagère, mais... c'est quand même quelque chose de très fort. Et inversement, c'est-à-dire que quand on parle d'égalité femmes-hommes, chausser des lunettes lesbiennes pour se dire, dans ces femmes, il y a obligatoirement des lesbiennes. Est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas. Alors, là-dessus, j'aimerais bien l'intervention, effectivement, de 3 représentantes et membres de réseau LGBT interne de leur organisation. Alors, dans le désordre d'ordre, Eleonora Fiorezze, Société Générale, Pride and Allies. Après, je poserai à Malika, pardon, Eleonora. Après, je poserai à Malika Khelifa, Pride Interbus, de prendre la parole. Et ensuite, Émeline Renard, de la ville de Paris, qui embrayera. Eleonora, alors, rapidement, un petit mot perso, vous concernant, parce que c'est bien aussi que l'auditoire, le public, vous connaissent, nous, vous connaissez bien, mais connaissent effectivement, parce que, n'oublions pas, elles sont visibles, elles sont à l'écran, et elles sont en public. C'est loin d'être la réalité. Donc ça, c'est important de le rappeler, et en tout cas de le valoriser. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Eleonora, je travaille chez Société Générale depuis 5 ans, dans une business unit qui s'appelle GTPS. Et oui, je représente plusieurs types de différences, de diversité, car je suis italienne, je suis une femme et je suis lesbienne. Voilà, alors, vous n'êtes pas surpris, je vois, d'accord. Bon, alors, je viens partager aujourd'hui avec vous mon expérience chez Société Générale, qui est une expérience très positive. Je peux dire aujourd'hui que j'ai eu la chance d'avoir des collègues et des managers qui ont agi en toute bienveillance à mon égard. J'ai choisi d'être ici et je vous remercie d'ailleurs pour l'invitation. Et c'est pour vous dire que moi, je suis visible dans la vie et au travail. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'on passe la plupart de notre temps au travail aujourd'hui et du coup, c'est important de se sentir bien. Moi, j'ai réussi tout de suite et de manière très naturelle. Ce que je trouve triste, par contre, dans ce discours, c'est que aujourd'hui, il faut parler encore de chance. Enfin, il faut vraiment dire, j'ai eu de la chance à être acceptée, j'ai eu de la chance à être moi-même. Est-ce que l'ensemble des collaborateurs dans n'importe quelle boîte fait ce discours? Mais d'ailleurs, est-ce que toutes les lesbiennes sont visibles à la Société Générale et au sein du réseau Pride and Allies? Alors, au sein du réseau Pride and Allies, il y en a sûrement. Alors, peut-être il y en a quelques-unes qui ne le sont pas, parce que il faut pas dire que être visible, c'est imposé. Il y a tout à fait du respect et c'est un choix pour certaines personnes de ne pas l'être. Mais chez Pride and Allies, il y a la possibilité de l'être. Donc, moi, mon message personnel et celui que je peux véhiculer par Pride and Allies, justement, c'est celui de dire à ces femmes qui ont peur, qui se sentent isolées, parce que se sentir isolé, c'est le pire, c'est la pire des sensations, dans la vie et en entreprise aussi. Venez nous parler. On est là, on est disponible
pour parler de ce que ça veut dire d'être une personne LGBT sur le lieu de travail et de se donner des conseils mutuels pour appréhender ça en toute sérénité. Alors, cela étant, même si on a interrogé une douzaine de réseaux LGBT+, d'organisations plutôt engagées, et on leur a posé plusieurs questions, dont une qui était finalement, est-ce qu'il y a la parité au sein de votre board? Est-ce qu'il y a plus de lesbiennes visibles qu'il y en a dans la réalité? Est-ce que vous travaillez avec les réseaux mixité? Ça mènera vers la recommandation qui va suivre. Et les résultats sont un peu mitigés, et pas forcément du point de vue du réseau concerné, mais plutôt effectivement de l'environnement général. Alors, et c'est vrai qu'il y a plutôt 43% de femmes, hein, je crois, au sein du réseau Pride and Lice, c'est général, et il y a plus de femmes. Vous m'avez dit, Eleonora? On est 45% de femmes. Ouais, mais plus de femmes plutôt alliées que de femmes lesbiennes. C'est plutôt des femmes alliées, oui. Après, on n'exclut pas qu'au milieu de ces femmes alliées, il y ait quand même des femmes lesbiennes ou bisexuelles qui ne sentent pas forcément de le dire. Hein. Mais c'est quand même important, cette présence féminine. D'ailleurs, je me permets d'envoyer un petit coucou à Élise Ries, rôle modèle 2022. J'ai eu la chance et l'honneur d'être dans le public et d'assister à cette très très belle cérémonie. Et je vous remercie d'ailleurs l'autre cercle pour organiser ça. Oh, Alain, c'est pour toi. Malika Khalifa, Airbus at Pride. Pride at Airbus, dans le sens, ce serait mieux d'ailleurs. C'est pareil. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Très bien. Alors, Malika, deux petits minutes, parce que tu te présentes, mais tu le dis dans le guide, et c'est un moment toujours très émouvant, et c'est important que tu le rappelles. Pourquoi tu en penses aujourd'hui? Alors, pourquoi j'ai eu la chance, moi, comme beaucoup d'entre vous, de vivre librement. Et je suis arrivée en France il y a 23 ans, donc j'ai quitté mon pays, l'Algérie, parce que lesbienne, parce que je ne pouvais pas le vivre ailleurs. Et depuis que je suis arrivée, j'ai décidé d'être out, donc complètement libre. Donc c'est pour ça que je suis, entre autres, avec vous aujourd'hui. C'est pour donner cette visibilité d'être une femme lesbienne, migrante, arabe, travaillant dans un milieu masculin et pouvoir le vivre pleinement et sereinement, quand on peut le vivre sereinement, bien entendu. Alors la question effectivement des visibilités des femmes au sein du réseau Pride at Airbus, comme tu es cofondatrice, on peut supposer quand on a une femme cofondatrice d'un réseau interne LGBT+, c'est que les femmes sont davantage présentes, mais est-ce que vraiment ça a déclenché beaucoup de visibilité en interne? Alors malheureusement non, on était deux femmes, on était 5 en tout, 3 femmes et 2 hommes à créer le réseau, 2 co-leaders à la création. Malheureusement, non, ça n'encourage pas parce qu'il y a encore ce plafond de verre, hein, déjà d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et en plus de rajouter la couche lesbienne, ça peut être problématique. On parlait tout à l'heure d'autocensure. Il y a de l'autocensure, pardon. Il y a aussi le fait que même dans une entreprise comme Airbus, qui a, dans un premier lieu, signé la charte d'inclusion LGBT plus de l'autre cercle, avant qu'on crée, nous, le réseau et qu'on accompagne l'entreprise. Et il n'y a toujours pas cette sérénité de se dire on va être visible. Malheureusement, on n'est pas autant de femmes, on n'est pas 50-50, mais les femmes lesbiennes qui sont dans le groupe, la plupart ne souhaitent pas, ne souhaitent pas dire qu'elles sont lesbiennes dans le monde public. Et on rencontre même un autre phénomène maintenant, c'est les femmes alliées à qui on pointe du doigt en disant si vous y êtes, c'est que vous êtes lesbienne. Ah, je me rappelle, je repars 25 ans derrière en t'écoutant. Alors, je voudrais que ça fasse écho justement. Émile Renard, qui travaille à la ville de Paris. Alors Émile, un petit mot justement sur vous, parce que on parlait effectivement des banlieues. Ça m'a beaucoup frappé quand on a préparé effectivement cette émission. Oui, donc effectivement, moi je suis née dans une banlieue aussi à Melun, mais dans une cité en fait HLM,
Et quand je suis venue à Paris pour réussir le concours d'attaché d'administration à la ville de Paris, moi, tout de suite, la première volonté, c'était d'être visible, parce qu'en banlieue, on intériorise énormément de choses en tant que femme, en tant que lesbienne. Et quand je suis arrivée à Paris, ma volonté première a été d'être totalement visible. Et donc, mon engagement personnel aussi a fait, après que j'ai été bénévole au centre LGBT de Paris, que j'ai eu plein d'engagements, mais vraiment ne plus être enfermée dans cette cité où on cache ce qu'on est, c'était très très important pour moi aussi. Et donc, pourquoi je suis là aussi aujourd'hui? Déjà, je suis lesbienne, encore une fois, c'est important de le dire, et j'appartiens à la ville de Paris. Et alors, je l'ai beaucoup entendu. J'ai eu la chance, je l'ai entendu plusieurs fois, et donc j'ai la chance de travailler à la ville de Paris, qui est une collectivité, comme vous le savez, quand même extrêmement inclusive, qui est aussi une énorme collectivité, plus de 50 000 agents, 200 métiers. Je ne vais pas vous saouler avec des chiffres, mais les chiffres sont importants, parce que 200 métiers, ça veut dire aussi bien des cadres que des ouvriers qui travaillent à la propreté, qui travaillent dans des parcs et jardins, où il y a énormément de lesbiennes. Et dans le milieu ouvrier, être lesbienne, c'est beaucoup plus difficile que dans le monde des cadres. Aujourd'hui, autour de la table, on n'a que des cadres, et il faut pas oublier ces ouvrières qui, elles, sont complètement oubliées, en fait, et qui n'ont pas cette opportunité de se révéler. Cela étant, vous l'avez dit, dans le management, c'est un management qui est très féminin à la ville de Paris, pour autant, il n'y a pas vraiment de lesbiennes visibles. Absolument pas. Et je pense que c'est aussi important pour ces ouvrières d'avoir aussi, et c'est ce que disaient les précédents témoignages, d'avoir au niveau le plus élevé des lesbiennes visibles. Aujourd'hui, la ville de Paris a reçu une amende pour avoir eu trop de femmes au niveau dirigeant. Oui, c'est... Eh oui, mais on en a beaucoup ri en interne. Il y a une très large majorité de cadres femmes à la ville de Paris. Mais nous ne l'aurons pas. Cela n'empêche absolument pas la lesbophobie. Les femmes hétérosexuelles sont aussi lesbophobes à leur moment. Oui. C'est tabou, mais il faut le dire aussi, et ça apparaît dans le guide, et c'est important de le réaffirmer. Ces témoignages qui nous sont beaucoup remontés, effectivement, sont des alliés pour les gays, mais ne le sont pas forcément pour les lesbiennes. Absolument. Alors, ça nous amène à la reco suivante, qui vient faire écho, évidemment, à celle qui précède. Donc, la recommandation suivante, donc, chaussez vos lunettes de lesbienne pour repenser, dans les endroits où il y en a, tous les réseaux internes d'égalité femmes-hommes, de réseau mixité, de réseau diversité, pour prendre en compte les femmes lesbiennes et bisexuelles. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Amélie Watley, DRH d'AXA? Alors écoutez, ça résonne vraiment tout à fait avec ce qui est arrivé à notre réseau. Donc j'ai lancé il y a 10 ans, en 2012, un réseau sur le genre, donc qui était ouvert aux hommes et aux femmes, ce qui était à l'époque assez nouveau, parce qu'on lançait des réseaux de femmes pour parler aux femmes, et là on avait lancé un réseau pour parler de la parité. Et puis les présidents, coprésidents, dont Corinne Calandini est donc présidente, il y a 4 ans de cela, ont interrogé les membres du réseau qui s'appelle Mixin pour recevoir le feedback de ses adhérents autour du fait que effectivement les diversités, la pluralité de l'identité et effectivement des sujets d'inclusion est un vrai besoin. Et c'est comme ça que ce réseau a évolué pour s'ouvrir à tous les sujets de l'inclusion, donc évidemment y compris LGBT+, multigénérationnel notamment. On a travaillé par exemple récemment sur la neurodiversité et je trouve que c'est très intéressant et ça rejoint le point de cette enquête que j'évoquais précédemment où les gens, quels qu'ils soient, nous disent on a besoin de pouvoir assumer pleinement notre identité dans toutes ses composantes, dans toutes ses facettes. C'est être lesbienne, c'est être une femme, c'est être une mère, c'est être italienne. Je crois que c'est très important parce que le risque des sujets, enfin de la manière de traiter les sujets de la diversité et de l'inclusion, c'est de les traiter en tranches, si je puis dire. Or, je crois qu'on aspire tout simplement à être soi-même et c'est comme ça que le réseau Mixin a évolué pour effectivement embrasser large et comme ça aussi qu'on a travaillé ensemble
sur la charte, sur ces premières conférences autour effectivement de l'invisibilité des lesbiennes et de ce qu'on veut continuer à faire. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est un constat qu'on fait. On était hier avec Denis Triet chez Ubisoft qui signait la charte. Et on voit bien que les réseaux aujourd'hui, de plus en plus, sont en train d'être en interaction avec une politique un peu globale. Mais c'est loin d'être la majorité. Et là, je vais prendre 2 minutes mes autres casquettes professionnelles associatives. Je déplore que les réseaux d'égalité femmes-hommes, mixité de beaucoup d'entreprises soient extrêmement normés, par ailleurs extrêmement blanche en l'occurrence, et avec beaucoup de difficultés à aborder ces thématiques-là. Et ce qu'a fait Corinne Calandini, qui est coprésidente du réseau Mixine, c'était justement de faire ce travail de sensibilisation de son COMEX du réseau. Et là, on lance un appel effectivement à toutes les organisations, plus de porosité, plus d'interactivité, sans parler d'intersectionnalité, pas le sujet. Il n'est pas forcément là, mais qu'à un moment donné, les femmes, c'est la moitié de l'humanité, et vous les retrouvez évidemment partout. Elles peuvent être également lesbiennes, noires, maghrébines, avec un handicap. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et évidemment avec des convictions religieuses, tant qu'on n'aura pas compris ça, on fera un travail de saucissonnage qui ne fera pas avancer la société. Ce qui nous amène à la reco suivante, la 6. La 6, donc, favoriser l'émergence et promouvoir la visibilité et l'implication des rôles modèles lesbiens et bisexuels. Dans l'enquête qu'on avait fait, on avait bien vu que dans un monde où il y avait aucun LGBT+ visible, et voir de lesbiennes visibles, c'était très compliqué quand même, et que c'est beaucoup plus facile de devenir visible dans un environnement où il y a des femmes lesbiennes visibles. Alors, j'imagine Aliette Mounier-Lompré, CEO d'OBS, Orange Business Service, que tu as peut-être un petit commentaire à faire sur ce sujet, toi qui es rôle modèle, l'une des rares rôle modèles dirigeantes aujourd'hui, visible. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr que moi, j'ai vu en me rendant visible de manière beaucoup plus publique la puissance du rôle de rôle modèle et je pense que c'est très important de faire émerger de plus en plus des rôles modèles dans les entreprises et ça passe par le fait de mettre le sujet sur la table finalement, d'avoir une compréhension déjà qu'il y a un problème pour pouvoir déclencher des vocations. Moi, je vois à titre personnel, une des choses qui a aussi déclenché ma prise de décision, c'est d'avoir vu des statistiques de l'autre cercle justement et donc tout le travail fait par l'autre cercle, me mettant des statistiques sous les yeux. Et voyant, et c'est encore dit dans le guide Voilà, que par exemple, on a 2/3 des femmes lesbiennes ou bisexuelles qui sont donc invisibles au travail. Ça, quand vous voyez ça et quand vous savez, parce que vous l'avez vécu, que ça génère une souffrance énorme, que c'est un frein personnel, mais que c'est aussi un frein professionnel parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans l'entreprise en termes de réseautage, dans des temps informels. Et si vous pouvez pas être vous-même et vous pouvez pas parler de votre vie personnelle en dehors du travail dans ces temps-là, en fait, vous êtes assigné au silence d'une certaine manière. Vous vous isolez, vous vous recroquevillez. Et donc forcément, le fait de pouvoir avoir des rôles modèles dans l'entreprise, que ça soit tout en haut de la hiérarchie ou à d'autres endroits de l'entreprise, c'est extrêmement important. Ça ouvre des portes et ça permet ensuite à chacun de s'autoriser à être soi-même finalement. Merci Aliette. Alors, je passe la parole à Nora parce que je pense que c'était vraiment son cas. Tout à fait. Nora de Société Générale. En effet, moi j'ai décidé d'être lesbienne et surtout d'adhérer à Pride and Allies grâce à un exemple d'un homme, cette fois, Alexandre Meymat, notre chef, qui a eu l'humanité, le courage de s'ouvrir et de partager avec nous tous son expérience personnelle, son histoire personnelle. Et donc je me suis dit que si un manager de ce niveau pouvait avoir ce type de courage, pourquoi pas moi ? Et c'est grâce à cette idée-là que j'ai adhéré à Pride and Allies. Et surtout parce que je me reconnais dans les valeurs de Pride and Allies, c'est-à-dire le fait de valoriser toutes les diversités, le fait de vraiment faire des actions concrètes pour dire on est là pour accompagner, on est là pour épauler, on est là pour vraiment vivre les changements. On est toutes et tous aujourd'hui acteurs du changement à notre niveau chacun. Je porte mon expérience de collaboratrice. Tout à l'heure, vous avez porté des exemples de managers. Aujourd'hui, la qualité de vie au travail prend de plus en plus d'ampleur et d'importance, mais surtout et aussi la prévention des risques psychosociaux liés. Et je pense que l'inclusivité, garantir l'inclusivité passe par là. Et c'est ce que je suis venue représenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, la reco suivante. Donc, la numéro 7,
rédiger et mettre en place des politiques RH inclusives, favorisant l'activation de leurs droits pour les femmes lesbiennes et bisexuelles. Je rappelle les chiffres de tout à l'heure, 38% qui renoncent à mettre le nom de leur conjointe sur leur mutuelle, c'est énorme. Et il y en a à peu près autant qui ne prennent pas de congé quand elles se pacsent ou quand elles se marient. Et donc, c'est un coût social très important. Et donc, le rôle, une fois que la direction s'est bien engagée, je pense que le rôle des RH est primordial. Alors, qui veut réagir naturellement? Volontiers, je peux démarrer. Je crois que vraiment l'écriture de ce guide, et j'en profite pour chaleureusement remercier Sonia Dutot dans mon équipe, ainsi qu'Aïda, je vais y arriver. Aïda Defaria, pardonne-moi Aïda, vraiment, qui travaille au niveau du siège du groupe AXA. On fait un très beau travail en participant à l'écriture de ce guide. Et derrière ça, effectivement, c'est tout le travail d'accompagnement et effectivement d'activation. Je crois que c'est fondamental. Ça vient s'inclure, je dirais, dans un travail qui a déjà été fait précédemment avec d'autres guides. Et donc, on va continuer à travailler sur cette sensibilisation. L'inclusion LGBT+, on avait effectivement déjà sorti un premier guide. On a aussi un guide sur la transidentité, et je pense que ce nouveau guide, avec le guide Voilà, est un nouveau témoignage et une nouvelle manière d'accompagner les collaborateurs, évidemment au niveau des équipes RH, mais plus globalement. Voilà. Excuse-moi Aïda, encore une fois. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Non? Non, peut-être un point qui est que moi de mon côté, souvent tous ces guides, alors il y a un énorme travail qui est fait là-dessus, et ça peut paraître peut-être un peu théorique ou presque même un peu gadget pour des gens qui connaissent pas le sujet ou qui le vivent pas au quotidien. Moi, un jour, je me suis retrouvée en entretien d'embauche et sur la table du recruteur, il y avait un petit guide qui était autour de la question de la diversité et qui mentionnait, entre autres, le sujet de l'ouverture et de l'inclusivité des personnes LGBT dans l'entreprise. Quand vous êtes en entretien d'embauche et que vous voyez des messages comme ça qui sont très clairement portés par l'entreprise pour laquelle vous candidatez, ça change énormément de choses et vous vous sentez tout de suite beaucoup mieux. Et c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui font que les personnes LGBT, en l'occurrence là les lesbiennes dont on parle, peuvent se sentir elles-mêmes dans leur vie professionnelle et donc dans leur vie tout court. Donc c'est extrêmement important. Et ce que tu m'avais dit également, évidemment, en matière de maternité, à un moment donné, de pouvoir activer ses droits, que souvent elle n'active pas. Alors, je sais qu'Olivier Gérard, tu dois partir, et donc merci déjà d'avoir pu consacrer un peu de temps avec nous, mais tu vas pas partir comme ça. Non, sans vous dire un petit mot. Sans vous dire au revoir et sans vous dire un tout petit mot. Donc d'abord, moi, je voudrais vraiment, parce que le mot a été dit plusieurs fois, j'ai de la chance, donc il faut qu'on continue à fabriquer de la chance, parce que j'ai l'impression qu'avoir de la chance reste un passeport, même si c'est encore anormal. Je dirais, je comprends bien qu'avoir de la chance, on peut considérer que c'est anormal, mais donc on est là pour continuer à fabriquer de la chance. Je voudrais vraiment saluer les rôles modèles qui sont autour de moi, parce que je vous trouve toutes bien plus rôle modèle que moi, et parce que je pense que c'est encore absolument nécessaire dans les étapes où on est. J'ai bien aimé ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, je sais plus, sur les diversités, ne les traitons pas en tranches. J'ai gardé le mot parce que c'est toi, parce que je trouve que ça c'est un autre sujet, et on a chacun ses combats, parce qu'on a toutes les entreprises ont un ADN autour duquel certains combats sont plus faciles que d'autres, mais c'est les plus difficiles qui sont intéressants à mener aussi, pas uniquement entre guillemets, qui sont pas trop loin de votre ADN. Et enfin, je pense que les problèmes du monde aujourd'hui sont tellement complexes qu'on a besoin de l'intelligence collective, de l'intelligence de tout le monde pour les résoudre. Ça, c'est le monde qui a changé. Donc c'est une nécessité individuelle, mais c'est une nécessité collective. Parce que si tout le monde n'est pas bien dans sa peau pour résoudre les problèmes du monde, on n'y arrivera juste pas du tout. Voilà. Merci. Merci très belle beaucoup, journée. Olivier. Alors, ça nous amène au collectif de travail, la reco numéro 8. Donc la reco numéro 8, donc sensibiliser le collectif de travail, former l'encadrement à la thématique des femmes lesbiennes et bisexuelles, sensibiliser non-stop. Alors, très naturellement, j'ai une petite question à poser à Amélie Watley d'AXA sur ce travail de comment sensibiliser le collectif de travail. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que le temps est compté, et puis lisez le guide. Hein. Et puis après, il y aura une suite, puisqu'on va faire des fiches conseils supplémentaires, mais et je vois aussi un petit peu l'avis, parce que la sensibilisation, c'est bien sûr des programmes qui sont mis en place, mais également ce sont des
personnes qui incarnent la thématique, qui sensibilisent. On va même d'ailleurs jusqu'au reverse mentoring, c'est général. Amélie, je vous laisse réagir. Oui, je pense qu'il y a différents axes. Évidemment, la formation. On a par exemple chez AXA France une formation qui s'appelle Vivre ensemble la diversité et qui est une formation d'ailleurs obligatoire, qui l'a été pour les dirigeants et les managers et qu'on a étendue à l'ensemble des collaborateurs. Donc tous les collaborateurs d'AXA France, 13 500 personnes l'ont suivi et effectivement c'est une formation qui permet de sensibiliser sur les diversités et je crois que c'est très important et ça fait partie, je pense, des manières extrêmement concrètes d'ancrer des messages forts autour de l'inclusion. Je pense que tout ce dont on a parlé autour des réseaux, autour des conférences, des témoignages et surtout de l'incarnation réelle avec des rôles modèles, et évidemment on va reparler de Corinne, mais pas que, sont des moyens très concrets de permettre aux gens de libérer la parole, de s'exprimer, d'activer ses droits, d'avoir des équipes formées parmi les DRH évidemment, mais aussi parmi les managers. C'est recruter, c'est évidemment être parfaitement intègre et parfaitement équitable à tous les moments de la carrière professionnelle, ça va sans dire. Donc ça veut dire que tous les processus RH et managériaux doivent être absolument clairs et sans concession autour des sujets de l'équité de traitement. Et ça, c'est absolument fondamental. Et ça vaut évidemment quels que soient les sujets de la diversité. Et je pense vraiment que c'est en étant systématique et extrêmement clair sur ces différents axes qu'on peut faire changer les mentalités et qu'effectivement on fait évoluer la culture de l'entreprise et surtout qu'on crée les conditions pour que chacune et chacun, mais chacune dans le cas qui nous rassemble aujourd'hui, puisse pleinement s'exprimer dans ses orientations sexuelles, dans son identité et tout simplement être heureux au travail. Et ça, encore une fois, j'ai commencé avec ça, je conclurai avec ça, en tout cas sur cette question, c'est ce qui est facteur de performance et donc c'est un contrat qui de toute façon est gagnant-gagnant. On évoquait les risques psychosociaux, être bien. C'est tout simplement éviter d'avoir des sujets de risques psychosociaux, c'est être performant, c'est avoir des carrières professionnelles épanouies. Et je crois qu'on aspire tout simplement tout à cela et c'est bien légitime. Et l'entreprise doit être ce lieu de bienveillance, d'accueil et de reconnaissance identitaire. Alors ça c'est vrai, mais on reste quand même très dubitatif à l'autre cercle. Voilà, peut-être une réaction après soit d'Eleonora ou d'autres personnes. On a des formations globales, mais on ne met pas l'accent sur les lesbiennes aujourd'hui. D'ailleurs, Corinne Calandine a dit, quand on a une politique LGBT, on va parler des gays, on va parler des personnes transgenres, on va pas parler des lesbiennes et des bisexuels. Et ça, c'est une réalité qu'on constate aujourd'hui, y compris dans des organisations qui sont engagées. Donc, on a mis cette reco numéro 8 avec cet œil, justement, les lesbiennes, elles existent, elles ne sont pas visibles pour un certain nombre de raisons. Et les deux recos suivants, d'ailleurs, seront et ça va rejoindre, parce qu'avant d'être lesbienne, on est une femme, avant d'être gay, on est un homme. Et là, il y a un certain nombre de phénomènes qui viennent s'accumuler. Mais encore aujourd'hui, on reste sur sensibiliser le collectif. On est très sensible à ça à l'autre cercle, avec notre pôle conseil et formation. C'est justement de ne pas trop globaliser. À force d'englober, ce qui n'est pas visible est encore moins, et ce qui est naturellement visible est forcément davantage. Alors si on passe à la reco numéro 9, ça nous ramène à la politique égalité femmes-hommes, au leadership, et comment on amène les femmes à être présentes. Alors, favoriser l'expression des femmes, par exemple en conduite de réunion, en prise de parole. Toutes les études montrent que dans une réunion mixte, les femmes prennent 3 fois moins la parole que les hommes. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. C'est pas du tout une spécificité lesbienne, là, pour le coup. C'est vraiment une question de femmes. Et je vous ai dit tout à l'heure que une des premières causes d'invisibilité, c'est le sexisme, conscient ou inconscient. Mais c'est le sexisme. Et moi, j'ai toujours dit que la première chose que j'ai ressentie toute ma vie dans le monde du travail, c'est d'abord le sexisme. Mais j'ai jamais été, à titre personnel, victime de lesbophobie, bien qu'étant lesbienne. Par contre, le sexisme, c'est souvent. Alors, sur la question, effectivement, la conduite de réunion, la prise de parole, là, je voudrais un petit peu avoir l'avis de Malika, Emeline et Eleonora. Voilà, vous avez des personnalités, vous êtes visible, donc quand on est visible, c'est qu'on a déjà passé un seuil énorme qui vous autorise à prendre la parole. Mais c'est vrai que là, ça rejoint complètement une politique égalité femmes-hommes. C'est qu'aujourd'hui, dans un groupe de travail, on n'apprend pas au manager de proximité à faire en sorte que quand il a une équipe mixte, que tout le monde ait pris la parole, qu'on doit faire un bilan, qu'on doit préparer un projet ou travailler sur n'importe quelle thématique. Les hommes vont naturellement prendre la parole et les femmes le prendront beaucoup moins. Et donc de prendre conscience de dire, alors à propos, tiens, Emeline, Sylvie, quel est ton avis, etc., pour forcer à ce que tout le monde prenne la parole, pour qu'elles existent. Quand vous ne parlez pas, vous n'existez pas.
Donc voilà, j'ai un peu votre écho là-dessus. Malika, qui commence? Malika, si tu veux. Tu veux réagir? Oui, bien sûr. Écoute, oui, je te rejoins parfaitement, hein. Il est clair que souvent, il faut s'imposer, quoi. Pareil, hein, c'est dire qu'on est lesbienne, c'est faire un coming out tout le temps. Il est clair qu'on ne nous laisse pas la parole, mais à nous de la prendre. Et malheureusement, dans ces cas-là, souvent, on devient un peu castratrice parce que déjà, c'est normal, c'est une lesbienne. Oui, peut-être qu'elle est mec, quoi. Donc, elle va s'imposer. Et c'est vrai que c'est la thématique de tout à l'heure, sensibiliser. Oui, il faut souvent expliquer et s'imposer. Et c'est pas simple tous les jours. Il y a des fois où on a envie de baisser les bras ou dire bon, allez-y, prenez la parole. On vous laisse la place. C'est pas évident tous les jours. Émeline? Bon, évidemment, je vous rejoins là-dessus, hein, le mainstreaming, c'est très courant. Mais en fait, moi, je vais même aujourd'hui beaucoup plus loin. Avant, je m'imposais. En plus, je fais du théâtre, donc j'aime bien m'exposer. Mais là, en plus, maintenant, je le dis. Je dis, ah, tiens, là, les hommes, vous parlez. Mais en fait, vous laissez pas la parole à une femme. Ça m'est arrivé récemment dans un groupe de travail. Il y avait 10 mecs, une seule femme. Je leur ai dit, là, vous venez de couper la parole à la seule femme. C'est donc... Et je le qualifie, en fait. Ça va encore plus loin dans la sensibilisation. Alors, sur le coup, ça leur fait un choc, mais ça reste, en fait. Ils ont conscience que c'est vraiment sociologique. Je le qualifie. Ça va beaucoup plus loin que couper la parole, en fait, je trouve. Ça ramène à la question, effectivement, du leadership, du mentorat et de... on sert les femmes lesbiennes et bisexuelles quand on travaille la question, effectivement, de la place des femmes dans le corps social et dans le collectif de travail, avant toute chose. Et ça nous amène donc à la dernière. Alors, on vous a dit, on les avait classifiés avec les membres des groupes de travail qui seront présentés tout à l'heure. On met le premier, le troisième, il passe devant. Non, finalement, suite logique, les fondamentaux, et puis après, on peut rentrer plus ou moins dans le détail. Mais celui-ci, qui est intéressant parce que ceux qui veulent sortir leur fusil sur l'écriture inclusive vont en avoir pour leurs frais. Donc, pratiquer le langage égalitaire et le promouvoir pour éviter notamment l'usage du masculin générique. Et donc dire tout le monde, l'équipe, donc éviter de masculiniser tout systématiquement. Eh bien, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Ah, c'est open. Alors, Aliette, non? Oui, enfin, j'ai une anecdote. Bien sûr, je cautionne tout à fait cette idée et c'est vrai qu'on est dans un monde, et on l'a dit, qui est extrêmement hétéronormé et de manière générale, ou comme on le dit de manière commune, le masculin l'emporte, et c'est extrêmement, le choix des mots est extrêmement important, et le fait de pas considérer par défaut que la femme qu'on a en face de nous est hétérosexuelle, de pas considérer par défaut qu'on s'adresse à des hommes, c'est extrêmement critique. Moi, j'ai eu l'occasion une fois dans ma carrière d'avoir une réunion avec, à l'époque, j'étais toute jeune et j'étais avec quelqu'un qui était très haut placé dans la hiérarchie. J'étais extrêmement impressionnée, et cette personne qui, j'imagine, avait eu vent de ma situation parce que j'étais out dans mon entourage proche au travail, mais m'a posé la question, m'a dit « Et que fait ton conjoint ou ta conjointe ?» Et le fait d'ouvrir cette question-là dans une discussion comme ça complètement informelle, et de pas me demander ce que faisait mon conjoint, et de montrer que, et du coup d'envoyer le message implicite que tout ça était parfaitement acceptable et n'était pas un problème, tout de suite ça ouvre un champ des possibles et ça met à l'aise. Et je pense que c'est vrai sur énormément de sujets. Et donc encore une fois, le choix des mots, quel que soit le sujet, est extrêmement important. Alors, moi, juste une petite anecdote. Donc, à la ville de Paris, on promeut l'écriture inclusive. Je crois qu'on est un peu isolé en France, mais c'est pas grave, on continue. Et donc, on a rédigé une convention sur un sujet. Je travaille à la direction des affaires scolaires désormais. Et on signe une convention avec l'Éducation nationale. Et nous, donc, on rédige la convention en langage inclusif. Et je vois une correction sur une phrase, et j'arrive pas à voir la correction. Je comprends pas la correction qu'ils ont apportée. Et il y a une collègue qui me fait, mais si, en fait, ils ont enlevé la phrase inclusive. Je comprenais pas. Sur le fond, il n'y avait aucun changement. En fait, ils avaient juste retiré la phrase qui était inclusive. Ils avaient mis directeur au lieu de mettre directeur et directrice.
Eh oui, même dans votre collectivité. Alors, Sarah Jean-Jacques disait, vous avez la définition dans le guide. Évidemment, on fait un petit glossaire parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de tous les détails de l'évolution des termes, mais l'hétérocentrisme, qui est le parallèle de l'hétérosexisme, et l'hétérocentrisme, c'est-à-dire que par défaut, par principe, on est forcément hétérosexuel, c'est la norme majoritaire et reconnue et évidente. Et c'est ce que dit effectivement Aliette, dire ton conjoint, ta conjointe, c'est déjà dire qu'il n'y a pas d'a priori et que sans savoir qui tu es, on fait passer des messages. Alors, on a fait à marche grand V les 10 recos. Je vous attends de les reprendre tranquillement, de lire tout le guide. Mais ceci, vas-y. Donc, comme on vous l'a dit, on a eu beaucoup de mal à les classer. Donc, on les a regroupés. Donc, pour les présenter, évidemment, je vous les ai présentés une par une, mais on les a regroupés. Donc, les 3 roses, c'est pour comprendre. Les 3 bleus, c'est pour agir. Et les 4 jaunes s'autorisaient à être visibles. Je pense quand même que toutes ces recommandations sont applicables assez facilement. Hein. C'est pas des concepts très compliqués. Une fois que la direction s'est engagée, c'est vraiment quelque chose qui peut se mettre en place assez facilement. On voulait absolument avoir un guide pragmatique et facile à mettre en œuvre à partir du moment où on décide de prendre en charge cette question. Je ne sais pas si tu veux réagir sur ces 10 clés. Pas du tout. Moi, je fais partie des groupes de travail comme les autres, pas plus, pas moins, donc j'ai rien de particulier à ajouter. On s'est quand même interrogé évidemment dans les classements de mettre la couleur, mais après voilà, c'est pas petit pas jusqu'à petit D. Vous pouvez le prendre dans le désordre en fonction effectivement de votre degré de maturité, de ce qui semblera plus facile à faire en interne. Finalement, c'est ça qui est important, c'est on met le dossier sur la table, on commence à le travailler et on peut le faire effectivement. Évidemment, le 1 est indispensable. Après le reste, il se décline très très naturellement. Et donc, tout ça veut dire. Et donc, on a un dessin où il n'y a plus de drapeau et donc chacun ose. Donc moi je vous invite déjà à oser nommer, oser utiliser les termes lesbienne et lesbophobie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est utiliser un langage égalitaire et inclusif. On vient d'en parler. En parler, sensibiliser encore et toujours. Et puis, j'espère que les 43% de femmes qui ont déclaré vouloir se rendre visibles, puisque c'est en aucun cas une injonction pour 100% des femmes lesbiennes, bien évidemment, eh bien j'espère que le monde inclusif dans le monde du travail que nous allons créer collectivement leur permettra de se rendre visibles. Merci beaucoup Sylvie, merci pour cette table ronde, en tout cas sur les guides. L'événement n'est pas terminé. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les journalistes? Alors, les questions pas forcément dans la salle, mais nous avons des médias présents dans la salle, nous en avons effectivement en ligne. Donc, je me tourne vers la régie, s'il y a des questions ou pas. Alors voilà, je sais qu'il y a 2 ou 3 médias qui sont présents dans l'assistance. Je laisse Isabelle gérer cette partie-là, s'il y a. Alors, Catherine, effectivement, il y a une question d'une journaliste qui est toute simple. Où peut-on se procurer le guide? Eh ben voilà, à l'écran. Voilà. D'abord, vous avez le QR code qui vous permet effectivement d'y accéder. Les guides sont, alors pour des médias, pour des journalistes, évidemment, un exemplaire, on n'en a pas fait des tonnes parce que voilà, ça coûte un coût. Donc, il est en revanche consultable sur le site de l'autre cercle, sous le contrôle de Raphaël. Il sera en ligne à la fin de cet événement. Il est peut-être déjà en ligne maintenant, je ne sais pas. Et vous pourrez le feuilleter, comme le guide des alliés que nous avons publié en décembre. On le feuillette comme un vrai livre. Vous avez le bruit des pages, c'est même très agréable. C'est pas l'épouvantable PDF qu'il faut décliner, qui est impossible à lire, on craque. Là, on a fait quelque chose de convivial et d'agréable. Et puis, les personnes qui voudront effectivement prendre cet ouvrage pour faire un don par notre page Voilà sur Helloasso. Et sous forme de don, effectivement, pour payer simplement juste l'affranchissement. Et bien sûr, il sera mis à disposition. Évidemment, les contributeurs et contributrices auront des exemplaires. On les a pas oubliés quand même. Voilà, donc il va être utilisable très 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 vite. Et puis s'il y a des besoins particuliers, voire même des rééditions à terme, on est à l'écoute de toute proposition. On pense d'ailleurs sincèrement que vu ce qu'il y a dedans, on va assez vite écluser le stock actuel. Alors j'ai une remarque pour Emeline qui vient d'une personne
la ville de Paris. Il semblerait qu'il y ait un malentendu. C'est l'Éducation nationale, donc l'État, qui aurait corrigé l'écriture inclusive. Je confirme. Voilà. Donc, et cela en vertu d'une circulaire. Donc, bon. Donc ça confirme bien le propos. Et j'ai encore une autre question, effectivement, d'une personne qui visiblement travaille en fonction publique territoriale et qui serait victime de lesbophobie au sein de sa collectivité. Et elle voudrait savoir s'il y aurait un organisme interne qui pourrait justement l'aider et donc qui permettrait aux LGBT de se retourner pour les aider. Voilà. Alors, je ne connais pas la collectivité, la taille de la collectivité, mais si elle est labellisée, elle a forcément une cellule d'écoute ou de remontée de réclamation. Si elle n'est pas labellisée de label Alliance, elle peut aussi en avoir une. Il y a aussi voilà, normalement il y a des cellules sur le harcèlement. Et puis après, c'est l'externe. Ça peut être une association locale. Ça peut être effectivement le RAVAT, qui est le réseau d'assistance aux victimes d'agression et de discrimination, qui est un collectif effectivement d'avocats et d'avocates qui peuvent accompagner si besoin. Et puis si vraiment il y a un cas de dysfonctionnement grave, eh bien il y a toujours la saisie de défenseur des droits, qui est une saisie gracieuse, je rappelle, qui permet effectivement de pouvoir apporter des éléments de preuve. Voilà. Donc, mais peut-être avant d'arriver à ces épisodes-là, il y a peut-être un travail de médiation ou d'avoir d'autres personnes. Donc, je l'invite à écrire à voilà@autrecercle.org et on verra comment on peut l'aider et l'orienter vers la bonne organisation. À moins que, comme j'ai dû traiter un cas comme ça en interne d'un garçon effectivement qui a subi des propos homophobes et sexistes et homophobes. Et raciste. Donc c'est un peu la totale. Donc je l'ai eu hier au téléphone. Voilà, je l'ai encore eu ce matin. Donc voilà, on a des cas, on les traite pas directement parce qu'on préfère laisser les organisations représentatives le faire. Et on essaie toujours d'imaginer une médiation avec les syndicats quand il y en a et avec la direction et parfois en passant au-dessus du RH de proximité qui n'a peut-être pas forcément été très efficace et passer un petit peu plus haut niveau. Ce que les personnes, et ça ramène à la question effectivement des employés, des ouvriers, d'ouvrières qui n'osent pas effectivement aller frapper à la porte de cadres. D'où l'intérêt quand il peut y avoir un réseau LGBT interne qui fait ce travail de jonction, et sinon de passer par des associations, en tout cas de régler le plus vite possible la situation. Alors, deux questions de Delphine Banco de 20 minutes. La première, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels les femmes lesbiennes sont les plus invisibles? Et la deuxième question, les jeunes femmes ont-elles tendance à être plus visibles que leurs aînés? Ah, les réponses sont presque dans les questions. Alors, si on reprend, Sylvie, l'enquête qui a été menée avec l'IFOP l'année dernière, on présentait les résultats le 10 mai 2022, et vous trouverez évidemment les éléments sur notre site, autrecercle.org. Alors, évidemment, dans les métiers industriels, les métiers du transport, il y a eu plus de comportements discriminants, il y a eu moins de visibilité, il y a eu plus de visibilité dans le monde de la santé, qui est un monde plus féminin. Bon, peut-être l'accent s'est moins posé. Ça reste variable, sans regarder Sylvie, effectivement, qui travaille dans l'environnement de la santé. Ça reste quand même à géométrie variable. En tout cas, les résultats de l'enquête démontraient que le taux de visibilité était un peu supérieur. Et bien sûr, oui, c'est assez générationnel. Les générations, effectivement, de plus de 50 ans ne sont pas rendues visibles. C'est compliqué de se rendre visible quand on a menti pendant longtemps, quand on a omis de raconter évidemment de sa vie privée quand on vous interrogeait. Et les nouvelles générations, et ça c'est un vrai enjeu, et l'autre cercle n'arrête pas de le dire, à tous les signataires et futurs signataires de notre charte d'engagement LGBT+, c'est que les nouvelles générations aujourd'hui sont visibles dans leur vie sociale. Elles n'ont aucune envie de porter un masque juste parce que ça se fait. Et ça, c'est un véritable enjeu. Donc oui, après, vous avez des croisements. Être jeune dans un milieu où il y a beaucoup de machisme, de comportements sexistes, vous vous rendrez pas plus visible, et vous pouvez être une femme de 50 ou 60 ans dans un environnement effectivement inclusif, et vous serez parfaitement visible. Voilà, donc il n'y a pas de règle en la matière. C'est bien pour ça que l'EDIROCO, en fait, c'est un environnement inclusif. C'est un ensemble de choses, d'éléments, de circonstances et d'actions qui font qu'à un moment donné, ça devient naturel de pouvoir être soi-même. Mais ça ne se fait pas naturellement. D'autres questions? Oui, d'autres questions. Donc, une question de Jean-François Rio de Liaison Sociale. En matière de lutte contre la lesbophobie, comment se positionnent les syndicats? Alors, les centrales syndicales, c'est pas un sujet. C'est pas ça, je pense, évidemment, c'est pris en compte. On les pratique depuis le premier livre blanc qu'on a publié en 2003, donc dès 2002. Donc ce sujet, il est parfaitement intégré. Maintenant, après, sur le terrain, je vois sur la gauche quelques sourires du côté de d'Émile Renard et de Eleonora Fiorizzi. Après, c'est géométrie variable, plus ou moins concerné par le sujet. C'est parfois une question d'âge. Les jeunes syndicalistes vont être beaucoup plus enclins à prendre le sujet. Ceux qui sont plus âgés, plus anciens, pas forcément. Après, il n'y a pas de règle. Mais ce qui est certain, c'est que très naturellement, c'est pas toujours vers les syndicats et les représentants de personnel que les salariés ou les agents et agentes vont lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou lorsqu'ils ou elles subissent un comportement discriminant ou plus.
Donc là, il y a aussi un aggiornamento à faire de la part des mouvements syndicaux quand ils auront fini de traiter le dossier des retraites. La question effectivement de la gestion des diversités, la prise en compte de toutes les diversités, ça reste un sujet qui n'est pas encore vraiment inscrit dans le dialogue social aujourd'hui. Les homophobes peuvent être défendus. Et les homophobes peuvent être défendus par les OS, absolument. Et on l'a connu. Et d'ailleurs, je me souviens, le premier livre blanc, et encore aujourd'hui, les remontées effectivement de témoignages de la ligne d'écoute des OS homophobie. Aurélie Tachot de Cadre Emploi, comment expliquer que l'inclusion des femmes lesbiennes soit un angle mort des politiques d'inclusion? Des facteurs peuvent-ils l'expliquer? Alors, je pense que c'est un petit peu tout l'événement d'aujourd'hui et ce qui est dans le guide. L'autocensure des femmes par nature, la question du sexisme qui fait que, voilà, quand vous êtes une femme et que vous êtes lesbienne, quand vous êtes dans un environnement qui est un peu difficile, bah, vous n'allez pas vous rendre visible. Après, voilà, c'est un impensé. C'est pour ça que c'est la recommandation numéro 1. Pour en prendre conscience, il faut le nommer. Il faut nommer les mots de lesbienne, de femmes lesbiennes, femmes bisexuelles. Et à partir du moment dans une politique LGBT+, dans une politique égalité femmes-hommes, on cite précisément les mots. Alors, ces mots deviennent réels, les personnes deviennent réelles, et ça permet juste, parce que souvent il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est un manque de perception, de ne pas y penser. Et quand on met le sujet sur la table, de ne pas penser que le monde du travail est LGBT-phobe. Il est souvent stéréotypé, il a beaucoup de préjugés, on n'aime pas ce qui est différent de soi, ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une réalité. Et en mettant l'accent, avec bien sûr... Hein, il l'a rappelé tout à l'heure, la question effectivement de la sensibilisation et de la formation, mais voilà, s'il n'y a pas de politique aujourd'hui inclusive, c'est bien pour ça qu'on dit chaussez les lunettes du genre quand vous regardez votre politique LGBT+, chaussez les lunettes, pour le coup, lesbienne et bi, c'est l'objet effectivement de l'illustration du chapitre 2, avec le vert de gauche, avec le drapeau lesbien, et le vert de droite, c'est le drapeau bi. Chaussez ces lunettes-là quand vous regardez votre politique égalité femmes-hommes, et ça ira beaucoup mieux, pour les femmes concernées, bien sûr. C'est bon pour les questions? Il y en a une dernière. D'accord, on prend la dernière, après on va conclure parce qu'il faut voilà, on a dépassé un petit peu le temps, désolé. Ça concerne plus largement l'autre cercle, donc je pense une étudiante qui remercie l'autre cercle pour ce webinaire qui l'a rempli de fierté. Comment peut-on s'impliquer aujourd'hui quand on est étudiante pour ces causes? Devenir bénévole de l'autre cercle, est-ce possible? Si oui, quelles sont les missions, actions d'un bénévole? Alors, devenir bénévole, évidemment, on ne rêve que de ça. Nous ne sommes que des bénévoles, puisque nous avons maintenant quelques collaboratrices et collaborateurs permanents de l'association. Autrecercle.org, quelle que soit la région où vous vous trouvez, vous regardez, vous remplissez le document, vous dites que vous nous avez découvert par l'événement de Voilà, VOILAT, hein, n'oubliez pas le T, c'est important, travail. On n'a pas fait exprès de faire le jeu de mots, mais il faut que ça se mémorise bien. Et puis, proposez vos services, on sera ravis de vous accueillir, bien évidemment, et ça vaut aussi pour tous les alliés qui nous écoutent en ce moment, et pas simplement les personnes LGBT+. Alors, il reste à vous remercier. En tout cas, maintenant, on va faire un vrai travail. Je vais faire venir à la tribune, entre guillemets, Florence de Sogne, Aurore Fourcy qui sont présentes, Julien Ami, Jean-Luc Odeyer et Stéphanie Heuillon, malheureusement, sont retenus pour des raisons professionnelles pour l'une et de santé pour l'autre. Voilà, venez près de nous. Voilà, c'est le comité de pilotage des bénévoles de l'autre cercle qui ont travaillé. Alors, commencé effectivement dès 2021 et on est très fiers évidemment de cette équipe. Et alors, on va vous passer la slide suivante, les remerciements. Alors, c'est pas lisible, hein, mais c'est pas grave, on vous les a mis. À gauche, ce sont celles qui ont contribué, ce ne sont que des femmes, pur hasard. Donc, les équipes au sein d'Accenture, les équipes de Soprasteria, les équipes d'Engie, AXA, la ville de Paris, Herbert Smith & Friels, et puis le ministère de la Culture, parce qu'on voulait impérativement avoir collectivité et administration. Vous trouverez à droite, en haut à droite, mais vous les verrez beaucoup mieux en regardant le guide, les femmes qui ont témoigné, qui sont souvent en rôle modèle, hein, on rappelle, le rôle modèle LGBT+, mais Denis le dira tout à l'heure dans le calendrier à venir. Et puis, celles et ceux qui ont relu, à commencer par Alain Gavant, qui est directeur de la collection carrément. Il n'est pas que ça à l'autre cercle, mais là, pour le moment, on lui donne cette casquette-là pour le moment. Et puis voilà, la ville de Dijon, Randstad, Addictive, Société Générale, Swile, qui est une start-up, Blooming, qui est une autre start-up, et Ikea. C'est important parce que les start-up, c'est pas les mêmes modes de fonctionnement que les grandes boîtes. On a voulu vraiment étendre le champ sur toutes les catégories d'organisation. Donc vraiment un grand. Alors moi je vous demande d'applaudir parce que c'est un vrai boulot. Ils ont travaillé d'arrache-pied, des groupes de travail non-stop et du travail intersession. Et c'est la marque de fabrique de l'autre cercle. On ne sait pas travailler seul, on travaille en co-construisant. Et un grand bravo à vous deux. Merci. Non, tous. Non, c'est collectif. Alors, la slide suivante, qui va permettre d'accueillir Denis Triet, président de la fédération. Denis, rejoins-nous.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très fier de l'équipe Voilà. Je pense que vous avez apprécié la qualité de leur travail et je pense qu'aujourd'hui sera un point important. Il y aura avant Voilà et après Voilà. Et notre envie, c'est que ce soit un véritable outil pragmatique qui aide les organisations à faire le pas, à prendre conscience en fait de la situation des lesbiennes et des femmes bisexuelles et pour avancer sur le sujet. C'est la stratégie de l'autre cercle, c'est engager les gens dans le travail, dans les organisations, de promouvoir l'inclusion et la diversité. Donc un nouvel outil, après le guide des alliés, maintenant c'est le guide Voilà. Et en fait, les deux sont liés, puisque nous avons un rôle d'allié pour les femmes lesbiennes, en tant que moi, bisexuel, ou en tant que vous, hétérosexuel, cisgenre, ou tout autre genre, ou toute orientation sexuelle. Donc, c'est l'affaire de tous, en fait. À titre personnel, moi, je veux dire que j'ai pris des notes. Et ce que je m'engage à faire, c'est de réagir à chaque fois que j'entendrai un propos sexiste. Voilà, sexiste, il y a un manque de respect par rapport aux femmes. De nommer. Vous savez, c'est Camus qui disent à ne pas nommer les choses, on rajoute du malheur au monde. Donc oui, utiliser les vrais mots, lesbienne. Il n'y a pas de honte, c'est le vrai mot. Et puis utiliser de plus en plus de vocabulaire inclusif et des termes épicènes. Et puis aussi inviter les femmes à prendre la parole ou à donner leur avis quand elles restent plutôt un pas en arrière. Donc voilà, je m'engage à titre personnel de le faire et je pense que je vous engage à faire de même par rapport à ces 10 recommandations. Globalement, moi ce que je retiens, c'est que malheureusement, les femmes lesbiennes et bisexuelles sont complètement enclavées dans le paradigme entre l'hétéronormalité et le sexisme. On est entre le plancher gluant et le plafond de verre, malheureusement, mesdames. Et donc, vous êtes victime de l'essentialisation des femmes, du rôle des femmes par rapport aux hommes, malheureusement, même si on est sans libérer, c'est toujours très présent. Et puis le stéréotype sur les lesbiennes, sur la sexualité, les femmes homosexuelles. Donc, comment s'en débarrasser? Comment le dépasser? Je pense qu'il y a beaucoup de risques. On a compris que c'était un grand risque pour les femmes lesbiennes de pouvoir franchir le pas. Je pense que c'est toujours la même stratégie. C'est nous, qui ne sommes pas des femmes, qui ne sommes pas lesbiennes, de pouvoir les encourager, les aider et créer les conditions pour qu'elles puissent être elles-mêmes. C'est vraiment une démarche d'alliétude. En fait, l'enjeu, c'est la liberté d'être soi-même. Voilà. Et donc, tu as cité Sylvie Simone de Beauvoir. Moi, je citerai Jean-Paul Sartre qui nous dit que l'existence précède l'essence. Donc, existons d'abord alors d'être conditionnés parce que les gens pensent que nous devons être. Voilà. Donc, au-delà de la philosophie, bien c'est agir. Donc, vous, employeurs, bien nous engageons à utiliser ce guide. Vous savez que la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle, c'est 3 ans. J'espère qu'on va avoir des mesures qui seront mises en œuvre dans vos engagements sur les 3 ans à venir. Avoir un plan d'action exemplaire. Je parle d'exemplarité et d'alliétude. Je voulais aussi vous annoncer que nous, autre cercle, devons aussi être exemplaires sur ces mesures-là. Et donc, je vous annonce depuis mardi de cette semaine, nous avons fait la modification des statuts de notre association vieille de 25 ans pour que nous puissions avoir une coprésidence mixte dès la prochaine Assemblée générale. Et ça, c'est déjà une vraie avancée. Et je pense qu'il faut vraiment agir à tous les niveaux. En fait, c'est pas simplement agir à l'entrée des organisations ou des associations, c'est agir à tous les étages et aux plus hauts étages. Donc, je vous engage à faire de même et à utiliser cette exemplarité. Dernier mot. Moi, je suis assez fan d'une autrice qui s'appelle Olivia Gazalet, qui nous parle du viriarcat. Le viriarcat, en fait, c'est le conditionnement. C'est pas que le patriarcat. Le patriarcat sous-entend la famille. Le viriarcat, c'est l'autorité de l'homme sur la femme. Et en fait, pouvoir libérer les femmes pour être elles-mêmes, c'est aussi libérer les hommes pour être eux-mêmes. Il n'y a pas d'honte d'être un homme qui s'occupe de ses enfants, il n'y a pas d'honte d'être un homme qui pleure ou d'être un homme qui est sensible, et ça ne doit pas être conditionnant. Donc, nous avons tous et toutes à gagner, à pouvoir être
toutes et tous soi-même. Et donc, soyons les alliés les uns des autres. L'agenda peut-être, Catherine? Et l'agenda, le calendrier, parce qu'on n'arrête jamais l'autre cercle, c'est bien notre drame d'ailleurs. Voilà. Donc l'agenda, bien sûr, donc le déploiement de Voilà dans les différentes régions où est représenté l'autre cercle. Donc je vous engage à assister à ces événements. Et puis 2023. La 5e édition des rôles modèles. Et nous, ce que nous espérons, c'est que nous ayons encore plus de femmes, que nous ayons des rôles modèles dirigeantes et alliés pour être élus parmi les lauréats de cette 5e édition. D'ailleurs, nous recherchons toujours des sponsors. Donc, si vous êtes intéressé pour sponsoriser notre événement, contactez Alain Gavant. Et en 2024, un prochain programme, une prochaine édition, un prochain guide de la collection Carrément, un guide sur les jeunes LGBT+, avec une thématique qui est intéressante puisque, comme l'a souligné Catherine, on a beaucoup parlé des G, on a un peu parlé des T, enfin on parle des L, j'espère qu'un jour on parlera des B, mais les jeunes introduisent la notion de la non-binarité par rapport à leur âge. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est intéressant et que nous allons aborder dans cet ouvrage. Bien sûr, 2024, le baromètre bisannuel. Donc, nous vous engageons aussi à participer à ce baromètre ou à le sponsoriser, ou les deux. Et bien sûr, en 2024, encore la 6e édition des rôles modèles. Vous avez bien compris, c'est tous les ans des rôles modèles. Et en 2024, on devrait avoir plus de 600 rôles modèles qui ont émergé. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et donc le merci, on va l'avoir à l'écran pour vraiment vous remercier avec encore le QR code si vous voulez cliquer pour récupérer le guide. Et j'invite à la tribune toutes les personnes qui ont contribué, elles se reconnaîtront, les membres du Copil de Voilà, les contributrices de ce guide, différents groupes de travail. Juste à rappeler quand même que on a démarré le 6 octobre, il y a eu 3 séances, 3 groupes de travail qui sont réunis 2 fois. Sur l'heure du déjeuner, plus ce travail intercession. Donc ça a vraiment été à marche forcée. Donc vraiment, je voudrais qu'on se remercie mutuellement du travail qui a été fait. Et alors, il faut qu'on puisse voir Malika, évidemment, et Aliette, donc Malika Khalifa et Aliette Mounier-Lompré. Donc je ne sais pas quel est le meilleur angle, Isabelle, nos photographes, dites-nous, plutôt là. On se rapproche ici, donc on va peut-être sortir de... C'est bon? Vous les voyez bien? Ok. On voit tout le monde? Tu vérifies bien que tu vois tout le monde parce que c'est bon, excusez-nous hein, le public hein, c'est notre moment de gloire donc on veut vraiment être tous bien sur la photo. Julien, approche. Non mais Élodie et non venez mettez-vous plus. Voilà. Juste là. Voilà, c'est bon. Oui, bravo.